patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Nous avons une demi-heure à passer ensemble. Ça passe très très vite. On a plein de choses à vous dire. On attend encore une minute pour que tout le monde puisse venir se connecter. Vaste sujet, la facture électronique. Alors, on va y aller, Pascal. Pardon? Puis on va y aller, on va pouvoir y aller là. On attend encore une minute. Allez. Pour les derniers, parce qu'ils sont très nombreux, mais bon. Hop, hop, hop. Allez, 12h03, on y va. C'est parti, Pascal. Allez, on y va. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Anne. Bonjour, Pascal. Alors, l'intitulé de ce webinaire, parce qu'on est dans la dernière ligne droite pour intégrer la facture électronique, pour la réforme de la facture électronique. Donc, on va aujourd'hui vous parler d'interopérabilité et de plateformes agréées. Hein. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va se présenter. Si tu peux actionner, voilà. Oui. Hop, excusez-moi. Alors, on va avoir deux gros thèmes hein, sur ce webinaire. Le premier thème, à part l'introduction et les questions-réponses, bien évidemment, c'est l'interopérabilité, les cas d'usage, les cas métiers, le cycle de vie, comment on peut gérer certains cas d'usage comme les notes de frais, qui sont des cas d'usage fréquents pour tout le monde, mais beaucoup de personnes ne savent pas gérer ça. Ils ne savent pas comment effectivement l'intégrer et le gérer. Et puis ensuite, on parlera de SILEG et d'Ambiceo, notamment sur ces possibilités d'accompagnement que l'on peut vous proposer dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Voilà. Alors je vais commencer par moi, c'est peut-être pas trop délicat. Anne? Oui, vas-y. Allez, Pascal Ridou, directeur commercial chez SILEG depuis 12 ans. Et donc, nous accompagnons les sociétés autour des process financiers, process de la dématérialisation depuis 17 ans. Donc, nous avons chez SILEG 3 grands thèmes d'activité. Premier thème, c'est la gestion dématérialisée des factures. Donc, l'APA rentre effectivement dans ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est la digitalisation des processus financiers. Ça, c'est important aussi parce que la démat des factures passe aussi par la dématérialisation des achats, hein, qui est le sujet aussi très important. Si une facture, un achat n'est pas bien réalisé, la facture, elle sera peut-être mauvaise. Donc, c'est le process P2P, hein, process généralisé. Et ensuite, les processus de dématérialisation des documents, parce que aussi, on parle de factures, mais il y a d'autres documents dans l'entreprise qui peuvent être dématérialisés. Donc, l'équipe SILEG est là pour vous aider, vous accompagner tout au long du sujet de la dématérialisation en général, de suivi de projet, intégration de produits et aussi confrontation entre logiciels. Voilà pour SILEG. À toi, Anne. Donc, Anne Richer, donc moi j'ai créé Ambiceo en 2022. J'étais auparavant directeur administratif et financier durant plus de 20 ans.
Et aujourd'hui, Ambiceo a deux objectifs, de vous accompagner sur les projets de reporting financier automatisé à travers la mise en place d'un EPM qui vous permet d'avoir la consolidation financière groupe et divers reporting RH, commercial, enfin voilà, tout est intégré dans le même outil. Et le sujet d'actualité, la facturation électronique. Donc, je vais évidemment mettre en avant mon expérience métier qui est très importante dans le projet et je vais pouvoir accompagner à travers un diagnostic de maturité ou autre. On verra un petit peu tout à l'heure les différentes façons d'accompagnement que je peux avoir, voilà, qui vont tourner autour de la facturation électronique en général, de la loi jusqu'à l'équipement et le choix de l'APA. Ok, merci Anne. Alors, le sujet phare de ce webinaire, c'est l'interopérabilité et les cas d'usage métier. Donc, Anne, est-ce que tu peux nous parler d'interopérabilité, parler effectivement, et ça c'est le thème central de notre webinaire, des cas d'usage. On viendra après sur un autre sujet qui est le cycle de vie des factures, parce que ça passe également par ceci. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la loi, vous savez tous que l'on doit choisir au moins une plateforme agréée, qu'elle soit au moins une qui puisse faire la réception et l'émission, ou plusieurs plateformes agréées. Vous pouvez en choisir une pour l'émission, ou plusieurs si vous avez plusieurs outils, et une ou plusieurs de réception, pareil également en fonction des outils. Ces plateformes agréées, en fait, elles vont être, elles sont importantes dans le cadre de la réforme, puisque c'est elles qui vont transporter les factures, mais elles ne vont pas faire que du transport de factures, elles vont également permettre à nous, utilisateurs, de pouvoir gérer des process métiers qu'on avait aujourd'hui, notamment à travers de données supplémentaires qu'il va falloir intégrer aux factures. Dans le cadre des cas d'usage, on a plusieurs cas d'usage. En fait, il y a plusieurs types de cas d'usage. Il y a des cas d'usage qui sont plus des rappels fiscaux et de process en fait à mettre en place dans l'entreprise. Il y en a un qui va expliquer, voilà, est-ce que je dois faire du e-reporting ou du e-invoicing si je travaille avec les DOM-TOM, par exemple. Donc là, vous voyez que je suis plus dans du process et on nous explique également les points fiscaux qui sont relatifs à ces échanges-là. Après, on en a qui sont vraiment process, parce qu'on va parler notamment des notes de frais. Là, il y a du travail à faire en interne chez vous. Pourquoi? Puisque, en fait, aujourd'hui, vos salariés, ils vous donnent une petite facturette ou un ticket de caisse où vos coordonnées, en fait, n'apparaissent pas dessus. Demain, on peut poursuivre dans cette démarche-là. La seule problématique, c'est qu'avec le pré-remplissage de la déclaration de TVA, vos déclarations seront mal pré-remplies. La deuxième difficulté qui va se présenter, et je ne sais pas sous quel délai, c'est que l'État va probablement remettre en cause la déductibilité des factures qui n'arriveront pas dans le cadre de l'e-invoicing. Donc, il est très important que vous regardiez en interne vos process de façon à ce que l'intégralité de vos factures de notes de frais arrive via l'e-invoicing, donc via votre plateforme agréée, pour que votre pré-remplissage de TVA soit bon et que votre TVA soit déductible. Donc là, il va falloir, à travers vos outils de notes de frais, qui peuvent être PA de réception des notes de frais, mais uniquement de ces notes-là, demandez à vos salariés de dire, ben voilà, quand tu vas au restaurant, eh bien, tu demandes une facture au nom de l'entreprise. Il va falloir que vous lui donniez le numéro sirène de l'entreprise, parce que le client, c'est vous, c'est l'entreprise, donc il va falloir communiquer son numéro sirène. Il va falloir le donner également au restaurateur l'adresse de réception de votre facture, donc notamment si on a un outil de note de frais, et ce qui va faciliter la tâche pour le contrôle des notes de frais, c'est de pouvoir récupérer directement via l'APA de réception de votre outil de note de frais les factures dans l'outil, donc à travers une adresse de réception de facture qui peut être un sirène plus avec un underscore et on va appeler NDF pour note de frais ou ce que vous voulez, ou tout simplement frais. Et le salarié, il va falloir également, s'il paye avec sa propre carte bancaire, qu'il se déclare en payeur de la facture. Alors, cette partie-là, elle est peut-être
un petit peu moins importante, puisqu'en fait, le salarié et le payeur de la facture, je vais aller jusqu'au bout, on ne va pas pouvoir dire que c'est Paul Durand qui a payé la facture, puisque ce n'est pas RGPD. Donc, en fait, il va falloir que vous trouviez un moyen d'identifier Paul Durand. Donc, moi, j'aime à dire qu'on a tous un matricule qui est commun, c'est le matricule de paye. Vous le connaissez en tant qu'employeur et en tant que salarié le connaît. Donc, il peut se déclarer en tant que payeur de la facture avec son matricule de paye et l'indiquer au restaurateur notamment ou à tout autre fournisseur que vous pourriez avoir. Et donc, en fait, une fois que ça va arriver dans votre outil de note de frais, vous saurez directement que c'est Monsieur Durand, à travers son numéro de matricule de paye, qui sera le payeur de la facture. Ça n'empêchera pas Monsieur Durand de toujours prendre en photo la facture ou qu'il aura reçu de la part du restaurateur, et c'est l'outil qui lui fera le match automatiquement puisqu'il aura eu une facture en double. Et pour vous, en cas de contrôle, ben, c'est beaucoup plus facile à faire que si j'ai ma note de frais d'un côté avec mon papier Excel et la facture qui arrive via l'e-invoicing. Ceux qui ont des gros volumes de notes de frais, ça risque d'être très compliqué dans la gestion quotidienne. Ensuite, dans les cas d'usage, on a également tout ce qui tourne avec les tiers, c'est-à-dire que si vous faites de la facturage ou si vous êtes en autofacturation ou si, enfin peu importe, vous avez un agent d'acheteur qui valide les factures pour vous, par exemple, il va falloir que vous organisiez le partage de la facture, puisqu'en fait, il va bien falloir que votre banquier ait les connaissances de la facture ou que votre tiers payeur en tant qu'acheteur, il soit également informé de la facture qu'il va devoir payer, et ainsi de suite. Dans les données qui sont liées à ces cas d'usage-là, donc on voit qu'il y a des données qui sont liées au vendeur, le bénéficiaire de la facture, qui peut être quelqu'un de différent que le vendeur, l'agent de vendeur, puisqu'il a quelqu'un qui va traiter la facture à sa place, et le facturant qui peut être différent si on fait de l'autofacturation, par exemple. Et on a des données qui sont liées à l'acheteur. Si le payeur de la facture n'est pas l'acheteur définitif, s'il y a un agent d'acheteur qui va traiter la facture ou l'accepter avant qu'elle n'arrive à l'entreprise pour dire à l'entreprise « Ok, c'est bon, tu peux payer », ou si on demande à notre vendeur d'adresser la facture à quelqu'un d'autre que nous en tant qu'acheteur. Alors au début, donc tout ce qui concerne le vendeur, c'est assez facile de mettre le référentiel de tiers puisque ce sont des gens que vous connaissez. Donc dans le référentiel de tiers, il va falloir mettre la raison sociale, son numéro SIREN, SIRET, son pays et son numéro de TVA intracommunautaire. Pour tout tiers déclaré dans une facture, ces 4 données-là sont obligatoires puisqu'il faut l'identifier. En tant que vendeur, vous les connaissez, ça ne pose pas de problème. Par contre, en tant qu'acheteur, si votre acheteur vous demande d'identifier un tiers dans ses factures, l'État demandait les mêmes données. Et finalement, ils ont réfléchi et ils se sont dit que ça ajoutait une complexité au niveau du vendeur et qu'en fait, le vendeur allait devoir traiter des tiers qu'il ne connaissait pas. Donc maintenant, c'est au vendeur en fait d'organiser le partage de ses factures en fonction de ses besoins à travers sa plateforme agréée ou la plateforme agréée du tiers avec lequel il veut travailler. Donc, comment ça va se passer? Le vendeur, lui, il va envoyer sa facture. Par contre, vous, en tant qu'acheteur, moi, vous allez vous dire, tiens, il faut que je la partage avec un tel. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir prendre ou demander une facture de réception, une adresse, excusez-moi, de réception de facture qui va être liée, enfin, je peux prendre par exemple dans le cadre du bâtiment. Il y a des factures, le promoteur immobilier X, eh ben, il demande à ce que les factures soient visées avant par un maître d'œuvre. Eh bien, il peut très bien se dire, je vais demander à ce que ces factures de tel chantier ou de tous les chantiers de Nantes, par exemple, que je fais traiter par le même maître d'œuvre, ce qui n'est pas vrai dans la réalité, mais c'est un exemple. Eh bien, je vais dire à mes fournisseurs d'envoyer les factures correspondantes sur une adresse spécifique avec mon SIREN et un suffixe qui peut être Nantes ou des chantiers de Paris ou autre.
Et après, c'est à lui d'organiser au sein de sa plateforme agréée le partage de l'information. Donc, soit il donne un accès à son tiers directement sur sa PA, soit c'est son tiers qui peut également avoir le partage de la facture directement dans sa PA à lui. Donc là, il faut que toutes les parties communiquent entre elles, voient si le process est possible, puisque les plateformes agréées sont censées de faire toute la même chose, sauf que vous comprenez qu'il y a beaucoup de recherche et de développement et que on est sûr de rien. Il y en a certaines qui vont bien avancer, qu'il y en a d'autres qui vont vite péricliter. Et donc, il faut être très vigilant en fait dans le choix de sa PA et de voir après avec votre tiers si le partage des données sera possible. Ok, bah alors, Euh, et, et la dernière chose, hmm, oui, bah, je te laisse aller, Pascal. alors c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'interrogations, et c'est ce qu'on retrouve nous chez nos clients et chez nos prospects également. Mais vient aussi la gestion du cycle de vie d'une facture. Donc ça, c'est important. Alors, on va vous montrer à l'écran effectivement le schéma du cycle de vie de facture. Si tu peux mettre le schéma de cycle de vie de facture. Alors, en Anne, effet, oui. tu Donc, peux les le cycles. montrer à l'écran? Oui, bah, ça y est. Voilà, le Mm. cycle de vie d'une facture. Donc ça, c'est un schéma assez classique qu'on va vous exposer, mais il est important que vous puissiez bien comprendre comment marche effectivement le traitement d'une facture, quoi, la vie nominale d'une facture. Alors, donc en fait, avec la nouvelle loi, donc comme je disais, vos factures, elles vont être envoyées via votre plateforme agréée. Dans le cycle de vie de la facture, il y a uniquement quatre statuts qui sont obligatoires. C'est rejeter, déposer, refuser et encaisser. Encaisser, il est obligatoire que pour une certaine catégorie de sociétés, celles qui sont soumises à la TVA sur les encaissements. Concernant les rejets, en fait, quand votre facture elle va être envoyée, la plateforme agréée, votre plateforme agréée d'émission, a l'obligation de réaliser des contrôles. Elle va faire des contrôles sur les 34 données, notamment, qui sont attendues par l'administration fiscale. Et c'est là que un sirène erroné, le sirène de votre client, s'il est erroné, eh bien, vous aurez un rejet, puisque votre PA d'émission ne trouvera pas votre client dans l'annuaire du PPF avant de transmettre la facture à l'administration fiscale. Donc, dans ce cas-là, votre facture, elle est rejetée et il va falloir que vous la refassiez. Et là, l'administration fiscale, elle n'est pas, à ce moment-là du process, elle n'est pas au courant de votre facture. Donc, vous refaites la facture avec, bon, je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui, mais il y a quelques subtilités dans tout ce qui est avoir interne et refacturation. Et vous refaites votre facture. Et donc, bon, là, votre PA d'émission, elle refait les contrôles. Et là, elle te dit, c'est bon. Ben, donc, je vais la déposer. Donc là, l'administration fiscale, à partir de ce moment-là, à partir du déposé, elle est au courant de votre facture. Et vous, la PA, elle peut vous envoyer un statut facultatif qui va vous dire émise par la plateforme. Ensuite, donc, c'est la PA de votre client qui reçoit la facture. Et la PA de votre client peut également faire des contrôles. Ben, vous allez me dire, c'est la même chose que ma PA d'émission. Mais pas tout à fait. Parce que vous, si vous vous mettez maintenant de l'autre côté en tant qu'acheteur, vous aimez peut-être avoir sur votre facture une donnée qui peut être analytique ou des codes spécifiques pour le bon traitement en interne chez vous. Vous demandez une donnée particulière à votre fournisseur. Et donc, en fait, c'est là que votre PA de réception, elle va agir. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah, je vais demander à mon fournisseur qui impérativement, il m'indique dans telle rubrique, tel code ou telle donnée. Et ça, il va falloir le contractualiser, en informer votre plateforme agréée. Et à partir de ce moment-là, c'est là que la plateforme agréée fera le contrôle sur les données supplémentaires que vous avez demandées pour savoir si c'est bien intégré dans le document. Si vous ne l'avez pas intégré, c'est également un motif de rejet. À partir de ce moment-là, l'État ne tient plus compte de la facture, comme dans le premier cas. Hein. Tout rejet, l'État annule la facture. Et donc là, pareil, je fais un avoir interne et je recommence ma facturation.
Ensuite, après ces opérations-là, vous allez finir par recevoir votre facture. Alors, vous voyez que ça peut, en tant que fournisseur, réduire un petit peu le délai de paiement, puisque bah, là, on perd du temps hein, à refaire. Il va falloir voir tous les jours si, au niveau de la PA et tout ça, si vos factures sont acceptées ou autres, mais on perd forcément du temps. Une fois que la facture est arrivée chez l'acheteur, donc lui, il a également possibilité de refuser la facture. Sauf que le refus, il est motivé, comme les autres, les rejets aussi sont motivés. Et il y a une liste de motifs qui est très normée. En fait, on ne peut pas la refuser pour n'importe quoi. Donc, en fait, si vous recevez, par exemple, une facture de la société X et que vous ne la connaissez pas du tout, vous n'avez passé aucune commande, elle est inconnue chez vous, ça, c'est un motif de rejet. Donc là, de refus. Donc là, vous refusez votre facture et de la même façon que le rejet, l'État n'en a pas conscience, ne prend plus en compte la facture. Donc, il va falloir que le fournisseur annule la facture par un avoir interne et puis qu'il se pose les bonnes questions pour refacturer la prestation qu'il avait à facturer. La facture, vous, à l'arrivée, elle vous concerne. Et donc là, vous voyez qu'on a toute une panoplie de statuts, excusez-moi, qui sont facultatifs. Et donc, ces statuts facultatifs, en fait, il est très important de vous dire lesquels vous souhaitez gérer. Il est inutile de tous les gérer. La bonne question à se poser, c'est vous, en tant que direction financière, qu'est-ce que vous souhaiteriez recevoir? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour améliorer mes process en interne et me dire, ah ben tiens, mon client, ben c'est bon, il a traité ma facture et je sais que je vais être payé et que du coup, dans ma prévision de trésorerie, là, je pars en vacances le 8 juillet et je sais que mon échéance du 15 juillet, je peux compter sur lui parce qu'il a, par exemple, transmis le paiement. Moi, ce que je donne, voilà, en tant que DAF, j'aime à transmettre ce que j'aimerais recevoir. Vous savez que la réforme, c'est quand même lourd, qu'il y a plein de choses à savoir, et que dès que vous allez adopter les bons process, les gens vont se rendre compte de l'utilité de bien les adopter et de l'utilité des informations qu'ils vont recevoir. Donc, posez-vous les bonnes questions et du coup, adopter en process ce que vous aimeriez recevoir. Et donc, du coup, le fournisseur en prendra conscience et tout le monde derrière pourra améliorer les process en interne. Donc tout ça, je pense que ça viendra progressivement, mais c'est important déjà de se poser les bonnes questions là-dessus. Alors, Il y aura une petite session de questions-réponses à la fin. Si à la vous fin, avez des oui. questions, n'hésitez pas à les poser puisqu'on reviendra dessus à la fin. Là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je vous donne au moins une grande ligne de comment ça doit se passer. Alors, c'est vrai que, Anne, il y a pour les entreprises cette possibilité de prendre une ou deux PA. Hein, ça, c'est complètement possible, ou trois PA. Hein, c'est pas interdit. Hein, on n'a pas interdit, l'État n'a pas interdit d'avoir une ou deux ou trois ou quatre PA. Hein, ça, c'est clair. Par contre, dans le cycle classique, une PA peut être intéressante ou deux PA. Alors, pourquoi deux PA? Parce qu'il y a une PA pour l'entrant et une PA pour le sortant. Et donc, il y a plein de questions qui peuvent se poser là-dessus. Par contre, et là, je peux revenir sur la slide numéro 9, s'il te plaît. Voilà. Tu peux mettre sur la slide numéro 9, parce que là, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup d'entreprises ne savent pas comment gérer soit l'entrant, soit le sortant. Hein, les factures entrantes, sortantes. Donc là, pour ça, c'est vrai que Anne a mis en place des formations en inter et en intra, a organisé aussi ce qu'on appelle chez nous des diagnostics de maturité à la facture électronique. Donc si tu peux nous parler, Anne, de tes ateliers, des ateliers inter ou intra, hein, parce que ça, c'est fait à la demande, sur quelques ateliers que tu peux proposer pour Alors oui, se préparer à la PA, en fait. Hein. donc là, moi, ça fait maintenant 2 ans hein, que je suis sur la facturation électronique. Hein. Depuis septembre 24, je me suis lancée dedans. Donc en fait, là, aujourd'hui, je vois bien que les missions et que les besoins des entreprises évoluent. Donc en fait, aujourd'hui, dans les grands groupes, on se rend compte que il va falloir former les utilisateurs. Donc,
soit j'ai des demandes en intra et là, du coup, je m'adapte, on fait une formation spécialisée en fonction des outils et donc comment je vais devoir émettre ma facture client puisqu'il y a des nouvelles données. Donc tout ça, ça s'inculque. Comment je vais devoir la traiter si j'ai un rejet-refus ou comment en entrant, je vais devoir également la traiter. Donc en fait, j'adapte mes formations en intra ou sinon j'en fais en inter-entreprise, où là, je vais parler des généralités et également de comment traiter mes cas d'usage. C'est des ateliers qui sont très tournés utilisateurs, puisque ben, maintenant, c'est bon, on passe à la pratique. Et c'est là que je mets mon expérience métier, moi, en avant. Je passe vraiment sur comment on doit traiter telle chose, telle chose, telle chose, et avec telle donnée. Comme je vous disais, les besoins des entreprises évoluent. Il y en a qui sont sur le sujet depuis longtemps, d'autres pas. Et donc, en fait, on me demande également aujourd'hui des interventions différentes. Donc, je peux faire une intervention qui est liée au cas d'usage parce que les gens n'arrivent pas à les définir et ne savent pas comment les traiter, comment articuler ça autour de leurs outils ou des PA. Sinon, il y a des personnes qui ont des zones d'ombre dans leur projet. Voilà, on a ci, on a ça, mais on ne sait pas comment ça va fonctionner. Donc là, je fais un petit peu des interventions à l'heure ou à la demi-journée, suivant le volume d'informations à traiter. J'ai une spécificité qui est quand même liée au secteur du BTP, puisque c'est celui dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Et donc, j'ai également créé des formations qui sont spécifiques au secteur du BTP. La première mission que j'ai eue et qui continue aujourd'hui, en fait, c'est l'accompagnement général de l'entreprise pour avoir une maîtrise parfaite du projet de facturation électronique. Donc, j'ai créé ce que j'ai appelé un diagnostic de maturité. Donc, c'est un système d'information, c'est une journée d'intervention globalement. Donc là, on a une première étape où je vais venir acculturer les gens en fait sur les objectifs et les attendus de la réforme, sur l'impact de l'émission des factures et la réception également des factures, et comment je vais devoir améliorer mes process ou les changer, puisque en fait avec la facture électronique, vous verrez que les process que vous avez aujourd'hui ne seront pas les process de demain. Ensuite, on passe du côté du système d'information, où là, on va regarder un petit peu les données que vous avez aujourd'hui dans votre système d'information et voir si c'est en conformité avec ce qui est attendu demain. Alors évidemment, si vous avez un logiciel comme Sage, BP ou autre, on peut se dire qu'on va arriver à un moment où ça va être bon. Par contre, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont des directions informatiques et ce sont elles qui développent les fichiers de facture. Donc, en fait, j'accompagne également les services informatiques là-dessus pour qu'ils puissent mettre en conformité leur système d'information. Et enfin, j'adresse un plan d'action et je regarde, en fonction des outils de l'entreprise, comment on va pouvoir organiser tout ça. Et après, tous les process et autres au niveau des outils, eh bien ça, c'est la mission de SILEG et je redonne la parole à Pascal. Merci Anne. Alors c'est vrai, on parle de dématérialisation des flux, des factures. Aujourd'hui, on est confronté à des entreprises qui ne peuvent pas sortir des factures au format socle demandé par l'État. Hein, je vous rappelle le format socle, facture en facture X, C2I ou UBL. Donc là aussi, l'expertise de SILEG est là pour vous apporter effectivement des réponses à ces différentes questions. On a des outils également qui peuvent faire comment dire, le pansement que vous pourriez avoir parce que vous n'avez pas cette possibilité d'avoir des factures au format demandé par l'État. Donc on a des outils pour faire ça, des petits pansements parce que le petit pansement, il ne peut pas perdurer dans le temps, étant donné que les outils informatiques, les ERP, vont certainement vous demander de migrer et de faire des releases sur vos outils. Donc viendra après le fait qu'ils seront tous à peu près aux normes hein, dans quelques temps. Mais l'objectif également, c'est de vous préparer à avoir une gestion automatique de vos process. L'idée, c'est quoi? L'idée du projet de l'APA, l'interopérabilité,
l'intégration de la dématérialisation des factures. C'est quoi en fait? En fait, c'est l'Europe qui a décidé, via le projet VIDA, d'uniformiser effectivement les plateformes au niveau de l'Europe. Et donc, l'intérêt, et ça c'est le projet européen qui est pour 2030, c'est d'automatiser votre déclaration fiscale. C'est ça le but. Hein. Le but, c'est d'avoir des déclarations fiscales, hein, de la TVA en automatique. Donc, pour faire ça, bah, il faut automatiser un maximum les flux de factures. Donc, ça passe notamment par le flux des factures entrantes, d'avoir une PA qui vous permet d'avoir vos factures et surtout d'un outil qui va vous permettre de dématérialiser, de matcher les commandes avec les factures et les intégrer après dans votre outil comptable. Voilà, donc bah nous, chez Sileg, on vous propose tout ça, hein, de vous aider, et c'est surtout l'accompagnement et également de l'expertise autour de ce schéma-là, le schéma de la démat, de la plateforme agréée, tout ça pour que ça se communique bien. Donc voilà pour l'expertise de Sileg. Alors là, on va arriver au terme de notre webinaire. On a quelques questions. Clémence, est-ce que tu as des questions qui reviennent? Oui, Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors juste une petite... le replay sera disponible sur YouTube. Et, par mail. et pour ceux qui sont présents, on vous enverra effectivement le PowerPoint. Bonjour à tous, oui, on a quelques questions. N'hésitez pas du coup à envoyer vos questions dans l'onglet Q&R que vous trouvez en haut de votre page Teams. La question qu'on avait, c'est comment je fais pour générer mes factures au format socle? Alors moi je suis tentée donc voilà, donc le format socle, bon, il y en a 3 qui sont très connus, mais il y en a d'autres, hein, mais parce que l'EDI perdure, hein, pour ceux qui gèrent des grands groupes, l'EDI perdure. Donc ça c'est donc on dit 3 formats socles, mais il y en a un petit peu plus. Après voilà, il y a des problèmes où en fait on constate qu'il y a certaines solutions de facturation qui ne vont pas répondre à la conformité, hein. Soit ils n'ont pas eu assez de ressources en interne pour développer et autres. Et donc, en fait, c'est là que Sileg intervient. En fait, on peut travailler à partir du PDF de votre solution. Et Sileg a une solution en interne qui permet à la lecture du PDF qu'on va compléter avec les nouvelles données attendues dans le cadre de la réforme, de le transformer dans un des fichiers socles pour qu'il soit ensuite transmis à la plateforme agréée. Donc, en fait, ça vous permet de continuer à utiliser votre outil, même s'il faut enrichir le PDF qui est fourni par votre outil. Merci Anne. J'avais une deuxième question. Comment va se dérouler désormais ma déclaration de TVA avec la plateforme agréée? Alors, en fait, la déclaration de TVA, donc les plateformes agréées, elles vont transporter les factures, hein, à l'émission et à la réception. Donc, toutes les factures que vous allez émettre seront envoyées à l'administration fiscale. Et donc, en fait, c'est en fonction des factures qui auront été reçues que l'administration fiscale établira le pré-remplissage, et j'insiste sur le mot pré-remplissage de la déclaration de TVA, puisque ça restera un pré-remplissage de vos déclarations de TVA. Il faut bien comprendre que si on a une déductibilité de TVA qui n'est pas de 100%, mais qu'on a un taux partiel de déductibilité, ça, l'État n'en a pas connaissance et ne peut pas l'intégrer encore à ses systèmes. Par contre, dans l'optique de ce pré-remplissage de déclaration de TVA, il y a quand même du travail à faire en amont chez vous. Il y a des réflexions à avoir, notamment sur les notes de frais, on en a parlé, sur la gestion des acomptes aussi. Je peux pas tout aborder aujourd'hui, mais il y a des points qui sont très essentiels pour que votre pré-remplissage soit bien fait. Donc, posez-vous les bonnes questions, puisque après, quand il va falloir faire les rapprochements entre le pré-remplissage et vous, ce que votre ordinateur sortira en déclaration type, eh bien, on va y passer du temps, hein. Donc, il faut vraiment anticiper tout ça avant que la déclaration de TVA n'arrive pour pouvoir résorber tous ces écarts qu'on aura et en garder un minimum qu'on pourra rectifier au fur et à mesure avec les évolutions de la réforme. Merci Anne. On n'a pas d'autres questions. Pascal, Ok. tu conclus. C'est très bien. Bah, merci aux participants. Nous espérons avoir éclairci
certaines zones d'ombre que vous pourriez avoir. Nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions et puis surtout à vous accompagner si tant est vous souhaiteriez être avec des experts autour de l'APA. Merci L'APA Anne. et Process. Donc Voilà. Pascal, pour tout ce qui, vous pouvez contacter Pascal pour tout ce qui est outils de digitalisation, outils de dématérialisation. Moi, en tant que DAF, je dis que c'est important d'y aller. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez un départ de comptable, eh bien, ça sera difficilement remplaçable. Et puis de mon côté, pour toute l'aide qui concerne tous les process, la culturation à la loi, les formations et autres, pour avoir une vision d'ensemble et une feuille de route de votre projet, y compris sur le choix de l'APA. Merci à Merci à vous tous. tous. Bon appétit. Au À revoir. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.